Haïti est le seul pays de toutes les anciennes colonies à avoir dû en plus payer une indemnité pour dédommager les anciens propriétaires d'esclaves. Le premier objectif de ce livre, c'est déjà d'informer le public français aussi de ce qui s'est passé. Beaucoup le découvrent. Dans ce qu'on présente notre livre, on a parfois des gens qui pleurent. Ils disent c'est pas possible qu'on ait pu faire des choses comme ça. Les Haïtiens avaient, et déjà à l'époque on le sentait, si vous voulez, un droit moral à l'insurrection parce que c'était la tyrannie qui dominait dans le cadre du système esclavagiste. La première chose en tout cas que moi en tant qu'auteur français je me suis assigné, c'est que cette histoire soit connue. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale où nous allons parler de la dette de l'indépendance haïtienne. Alors, surtout à travers ce livre, ce magnifique livre qui s'appelle Haïti-France, les chaînes de la dette. Ce livre réalisé, on va dire, par plusieurs spécialistes, dont Marcel Dorigny qui nous a quittés en 2021, également Jean-Marie Théodat, Gusty Clara Gaillard, Jean-Claude Bruffard, Thomas Piketty qui a fait la préface et aussi l'introduction par l'économiste Fritz Alphonse Jean. Ce livre est parti du rapport du baron de Mâcon. Alors de quoi s'agit-il? En 1825, le roi de France, Charles X, avait pris une ordonnance reconnaissant finalement l'indépendance haïtienne, mais en contrepartie, la France exigeait à l'époque, on va dire, une indemnité de 150 millions francs or. Alors, on va dire, le roi de France a dépêché un certain baron de Mâcon pour négocier avec le président Boyer l'indemnité de cette somme. Donc, à son retour de France, le baron, on va dire, a rédigé un rapport et c'est ce rapport qui a inspiré la rédaction de cet ouvrage et c'est autour de ce rapport qu'on va parler, qu'on va discuter aujourd'hui avec Jean-Marie Théodat et Jean-Claude Bruffard. Bonjour Jean-Marie. Bonsoir. Bonjour Jean-Claude. Bonsoir Guy. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, comment, en fait, je ne sais pas si c'est peut-être à Jean-Claude, comment est née l'idée de faire un livre sur la dette de l'indépendance? Alors, une première chose, effectivement, je ne suis pas historien, mais je suis collectionneur. Et je passe tous les soirs 1 heure ou 2 heures sur Internet à fouiller surtout tous les objets qui concernent Haïti. Et un jour, je suis tombé sur une vente aux enchères avec un rapport qui était très mal expliqué, hein, que voici, un rapport manuscrit. Et j'ai senti que ce rapport avait probablement une valeur qui était mal décrite dans le descriptif de la vente. Et donc j'ai misé sur ce lot, et j'étais le seul à miser, puisque personne n'a osé, compte tenu de la très mauvaise description du lot, miser sur ce lot. Et donc je l'ai eu au prix de départ, donc un prix relativement faible, et je me suis aperçu en le recevant que c'était le rapport de Mâcon, le rapport que l'amiral écrit sur le bateau du retour de sa mission en Haïti. Hein, et c'était une copie de son rapport original, qui fait 70 pages, qui est très très bien écrite, que le ministre de la guerre, Clermont-Tonnerre, s'était fait faire pour avoir une copie de ce rapport au ministère de la guerre. Hein, l'original était au ministère des colonies et actuellement aux archives françaises, mais très peu diffusé, hein, ce qui fait que ce rapport n'a jamais été édité. Et le rapport n'est visible que sous forme de microfilm, très raturé, puisqu'il a été écrit sur le bateau, alors que celui-ci est une copie qui a été écrite par un secrétaire de façon très paisible sur une table qui ne bougeait pas, hein, et qui était très facile à retranscrire. Voilà. Et donc, quand je me suis aperçu que c'était quand même un petit joyau, ce rapport, j'en ai parlé à Marcel Dorigny, à Jean-Marie Théodat, à Gusty Gaillard, et en leur disant, est-ce qu'on n'écrirait pas un livre pour l'éditer, et surtout aussi pour le contextualiser. C'est-à-dire il faut expliquer aussi ce rapport, parce que 2 siècles après, les gens n'ont pas connaissance de ce qui s'est passé en 1825, ils n'ont pas connaissance des personnages, ils ne connaissent pas. Donc on s'est réparti le travail à 4, chacun prenant une partie, de façon à expliquer au lecteur le contenu de ce rapport, hein, qui est édité en totalité dans ce livre.
D'accord, on l'a dit effectivement, ce baron de Mako, en fait, envoyé en mission en Haïti pour négocier effectivement cette indemnité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passée la mission? Et déjà, dites-nous quelques mots sur ce personnage, ce baron de Mako. Mais qui était-il, au fait? Alors, le baron de Mako est un soldat, enfin il se présente comme tel dans un soldat de la marine, hein, mais en fait, on s'aperçoit en lisant son rapport, c'est surtout un diplomate, et c'est un homme politique. La preuve, c'est que plus tard, il va obtenir des postes très importants, il va devenir lui-même ministre, hein, sa mission, c'est la mission d'un militaire, mais qui par la diplomatie, je dirais même par la rouerie, hein, va réussir à convaincre que c'est de l'intérêt des Haïtiens d'accepter l'ordonnance de Charles X. Et ceci sans tirer un coup de fusil, ou un coup de canon, puisqu'il était arrivé avec 15 navires et plus de 500 canons. Donc il n'y a pas eu de pression alors? Si, il y a une pression, mais il s'est arrangé pour que cette pression ne s'exerce pas, parce qu'à partir du moment où il commençait à tirer les canons, c'était la guerre, et guerre que les Français n'auraient pas gagnée, mais qui aurait simplement été une guerre perdant-perdant. Et donc, il maintient cette pression pendant toute la mission, sans véritablement l'exprimer trop clairement, de façon à ce que ça puisse se faire dans un climat pour montrer que c'était un accord gagnant-gagnant qui allait se jouer à travers l'acceptation de cette ordonnance de Charles X. Alors, de retour en France, il a rédigé son rapport. Donc, que contient ce rapport? En gros. C'est là que notre intérêt s'est révélé, on va dire, fructueux, parce que les conséquences de l'ordonnance, nous les connaissons, c'est-à-dire la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti par la France, et tout ce qui va s'en suivre, reconnaissance par le Royaume-Uni, reconnaissance plus tard par l'Espagne, puis plus tardivement par les États-Unis. Et il était important donc que ce soit une reconnaissance par la France elle-même, parce que c'était la condition pour que les autres puissances reconnaissent l'indépendance d'Haïti. Mais l'intérêt pour nous, c'était de voir ce qui se passait dans les coulisses, parce que le rapport n'est pas destiné à être publié en Haïti, mais c'est un rapport interne, on va dire, à l'administration française. Donc, ce que nous avons voulu comprendre, et ce que finalement nous avons découvert, c'est que la France n'avait aucune intention véritablement belliqueuse. Elle était dans l'intention de faire reconnaître solennellement par Haïti ses droits historiques, de façon à pouvoir justement les rompre de la façon la plus, je dirais, la plus généreuse. Parce que l'ordonnance, c'est la déclaration d'une indépendance octroyée par la France. C'est en quelque sorte la négation de Vertières. Et c'est pour cela que c'est important de mettre ce document en perspective, pour pouvoir comprendre le double paradoxe du vainqueur qui paye une rançon au vaincu, et surtout d'une déclaration de reconnaissance qui nie totalement la réalité de la défaite sur le champ de bataille. Donc ce que nous avons voulu faire, c'est mettre en perspective, comprendre les intentions et surtout comprendre le déroulement des négociations, parce que le rapport, c'est une sorte de minute qui, du premier jusqu'au dernier jour, raconte donc au ministre de tutelle quels ont été les temps forts, quels ont été les termes de la négociation jusqu'à l'obtention donc de l'accord des Haïtiens. Et ce que nous pouvons faire apparaître, c'est que dès le départ, et Jean-Claude Breffard l'a bien souligné, on se rend compte qu'il y a dans le ton adopté par le baron de Mako pour s'adresser aux officiels haïtiens tant de diplomatie, tant d'obséquiosité, que finalement on se rend compte que c'est de la rouerie, c'est-à-dire en fait une intention claire de rouler les Haïtiens dans la farine, ce que finalement il a réussi à faire. C'est-à-dire menacer d'utiliser une force destructrice, tout en sachant que cette expédition n'avait pas les moyens d'obtenir ce que l'expédition de Leclerc n'avait pas pu faire en 1802, c'est-à-dire plus de 40 ans plus tôt. Or, le rapport de force à l'échelle internationale
avait changé au détriment de la France. Donc, il nous fallait comprendre le paradoxe d'un pays affaibli qui arrive dans la Caraïbe pour imposer une solution de force, et le paradoxe d'une nation victorieuse qui se soumet à un diktat alors que, manifestement, Haïti était déjà un État souverain. Mais c'est vrai que c'est un grand paradoxe, en plus du fait que Haïti est victorieuse, mais aussi Haïti a été victime. En fait, on va dire que ce sont les Haïtiens, en fait, ces Africains-là, qu'on a arrachés dans des villages, on les fait venir d'Afrique pour travailler à Saint-Domingue dans des conditions horribles, et c'est eux qui vont devoir payer effectivement pour qu'on reconnaisse leur liberté. Donc ça c'est énorme, donc, parce que normalement on aurait pu penser que c'est les victimes qui reçoivent indemnité et réparation. Donc peut-être qu'aujourd'hui on regarde ça avec beaucoup de recul, on voit la chose comme ça. Je me suis dit, est-ce que d'après vous, le gouvernement haïtien Boyer qui a négocié cette indemnité, est-ce qu'il était naïf? Est-ce qu'il se rendait compte de la supercherie? Alors c'est un sujet sensible. Hein. Est-ce que Boyer était naïf, ou est-ce que Boyer pensait défendre les intérêts d'Haïti, ou est-ce que Boyer défendait simplement les intérêts d'une classe dirigeante qui n'allait pas être celle qui allait payer la rançon, puisque la rançon allait être payée essentiellement par les taxes sur le café, par les petits paysans, et l'élite citadine qui avait le plus à craindre d'un blocus des Français était celle qui avait le moins à craindre de payer. Hein, voilà. Donc le sujet des vraies intentions de Boyer, je pense, reste ouvert. Hein, ce qu'on sait, c'est que Boyer est le fils de deux cultures, hein, de père français et de mère africaine. Et il a une soif de reconnaissance du père, hein, à travers la France, mais en même temps c'est l'Africain qui va payer. Hein, donc Boyer est quand même un personnage très ambigu. Alors aujourd'hui c'est facile de le juger et même de le démonter, hein, parce que je pense que ce qu'il a accepté, ni Dessalines ni Christophe ne l'auraient accepté. Hein, mais en 1825, il y avait des conditions nouvelles, c'est-à-dire que l'île était unifiée. Donc Boyer devait se dire, c'est pas simplement la partie occidentale haïtienne qui va payer cette dette, cette rançon, mais on va pouvoir la répartir sur l'ensemble du territoire. Ce qui fait qu'au final, je dirais, la partie est ne va pas non plus supporter de payer cette rançon. Et je pense que ça sera un élément accélérateur aussi de l'indépendance de la République dominicaine. Alors, effectivement, il me semble... Ouais. Mais j'aimerais ajouter sur ce point le fait que c'est facile pour nous, rétrospectivement, de spéculer sur ce que Boyer aurait pu faire ou aurait dû ne pas faire. Mais en se mettant maintenant dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire nous sommes en 1825, l'indépendance d'Haïti n'est reconnue par personne, Haïti est pour ainsi dire un État marron, c'est-à-dire non officiellement reconnu, et surtout, depuis le Congrès de Vienne, la France a la possibilité internationale d'envahir Haïti. Et d'ailleurs, c'est ce que la mission de Mako vient illustrer, c'est que si elle veut, elle peut légalement rentrer en possession de cette ancienne colonie, de cette colonie rebelle. C'est dire par conséquent que nous réfléchissons aujourd'hui dans un État libre et souverain, alors qu'à l'époque, Haïti, tout un État effectivement indépendant, n'est pas reconnu par les autres nations. Donc c'est une indépendance sur le qui-vive, une indépendance mise en suspens, et dans un contexte où la France est faible. Il y a eu Waterloo, la défaite française donc, contre l'Angleterre, et l'amenuisement, on va dire, de la puissance française, non seulement sur le champ européen, mais sur le plan mondial. Or, cet affaiblissement français n'est pas destiné à durer tout le temps. Et ça, en politique, on sait que dans une négociation, il y a un momentum
où une fenêtre d'opportunité s'ouvre et elle peut se refermer. Et dans la perspective de l'indépendance d'Haïti, il n'était pas assuré que l'offre française d'une reconnaissance négociée de l'indépendance allait se représenter de sitôt. Donc on peut toujours accorder à Pétion le bénéfice à Boyer, hein, d'accord, de croire que c'était le moment ou jamais d'arracher cette indépendance à la France, parce qu'après, cela pouvait devenir trop tard. Et par ailleurs, cette indépendance non reconnue laissait Haïti en état de déliquescence, de déshérence, plutôt n'importe quelle autre puissance pouvait venir finalement s'emparer de cette indépendance. C'est dire par conséquent que pour Haïti, il y avait un intérêt stratégique à faire reconnaître son indépendance par la seule puissance qui pouvait officiellement le faire, la France. Et ceci, ça n'a pas de prix. La reconnaissance légale d'une indépendance au regard des autres nations. Ce qui est discutable, et ce qu'il est important aujourd'hui de, en quelque sorte, reprocher à la France, c'est le prix qu'il a fallu y mettre. C'est le montant de cette rançon. Mais si nous faisons maintenant de la politique fiction, en essayant de voir les choses rétrospectivement d'une façon différente, imaginons une alliance stratégique entre la France et Haïti pour une reconnaissance de cette indépendance sans contrepartie, mais avec la possibilité pour la France de bénéficier de tous les avantages d'ailleurs que réclamait le baron de Mâcon, c'est-à-dire une réduction des droits pour les importations et les exportations de produits français, et puis surtout la possibilité peut-être de mouillage que Haïti aurait pu accorder à la France, pour lui permettre de revenir géopolitiquement dans un espace où Haïti l'avait chassé. En d'autres termes, nous étions dans une dialectique des faibles, où seule la France pouvait donner à Haïti les garanties nécessaires pour que son indépendance soit véritablement reconnue par les étrangers, les autres nations, mais seule Haïti avait aussi les moyens géostratégiques de permettre à la France de retrouver ses droits dans la Caraïbe. Et c'est cette dialectique des faibles qui n'a pas été poussée dans toute sa logique. La France a profité de cette faiblesse de la partie haïtienne pour essayer de retrouver un statut, mais finalement, elle ne le retrouvera jamais. Et c'est pour ça que j'en conclus que c'est un marché de dupes. Parce que ni les Haïtiens, ni les Français, finalement, ne seront satisfaits dans le choix qu'ils ont fait d'une négociation. Alors, ma prochaine question, c'est aussi par rapport au paiement de la dette. Parce que normalement, il me semble que dans le rapport, et que c'était prévu, en fait, dans l'ordonnance, c'était prévu que le pays indemnise la France, on va dire, dans un délai de 5 ans. Mais en fait, la dette a été payée quand même jusqu'aux années 50 et tout, donc avec les intérêts, et tout comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs choses qui se sont passées. Effectivement, le baron de Mâcon, je dirais, a tellement profité d'un rapport de force qui lui a été favorable. L'avidité qui représentait de Charles X et de la France, et même la gourmandise, ont fait que la France a tellement été loin qu'elle s'est tirée 2 balles dans le pied. Premièrement, elle considère que elle daigne accorder l'indépendance d'Haïti si Haïti paye l'indemnité, la rançon. Ce qui ne va pas se passer comme ça, puisque Haïti va être dans l'incapacité de payer. Ce qui veut dire que Haïti va être obligé de maintenir un dispositif militaire fort en cas de retour de la France. Et la France comptait sur la réduction des dépenses militaires pour qu'Haïti puisse payer cette rançon. Et ça ne va pas pouvoir se passer, puisque Haïti ne pouvant pas payer, elle va continuer à avoir des dépenses militaires très élevées. Et on va être le 19e siècle va être un État, je dirais, militaire pour Haïti. Et donc, toutes les économies qui étaient attendues ne seront pas au rendez-vous et pour permettre de rembourser la France. La deuxième chose, c'est que la France veut reprendre, entre 1804 et 1825, la France a été chassée aussi du commerce, et le commerce a été pris par les États-Unis et l'Angleterre.
Et Charles X doit rassurer les anciens colons en les indemnisant, mais il doit surtout rassurer la nouvelle bourgeoisie qui au XIXe siècle arrive en France, en leur disant vous allez retrouver votre place dans le commerce avec la principale île la plus prospère des Caraïbes. Et pour pouvoir reprendre la place des États-Unis et de l'Angleterre, il va demander à ce que Haïti accorde des droits de douane de moitié par rapport à ce que payent les Américains et les Anglais, de façon à pratiquement complètement les chasser et prendre leur place. Mais en faisant ça, il prive Haïti de toutes ses ressources douanières, en tout cas la moitié. Et donc, de nouveau, il rend encore plus compliqué pour Haïti la possibilité de rembourser. Donc, le maintien des dépenses militaires, la réduction des recettes douanières, ensuite la chute du café, le cours du café, enfin tout va se liguer pour rendre impossible une indemnité qui en plus a été gonflée. Puisque l'ordonnance de Charles X parle de 150 millions de francs or, montant qui n'avait pas été du tout discuté jusqu'à présent, on était plutôt dans des discussions où la France réclamait plutôt 100 millions, et puis elle augmente de 50% brutalement avec cette ordonnance. Bon, alors, le montant était un objet de discussion extrêmement important, c'est-à-dire que Boyer et ses proches ont considéré ce montant comme inaccessible pour Haïti. Et c'est là où Mako a joué de diplomatie et de politique en disant ne vous inquiétez pas, vous allez accepter les 150 millions de francs or, mais entre nous, on sait que vous allez faire une lettre derrière qui va demander à Charles X une réduction, et Sa Majesté très chrétienne va bien sûr réduire ce montant. C'est juste une question de forme. Et Boyer, qui est pourtant loin d'être un imbécile, va tomber dans le piège. Et va accepter formellement les 150 millions de francs or, sachant qu'il va tout de suite faire une lettre qui est également dans le livre, demandant une réduction sensible de ce montant. Bien sûr que Charles X ne répondra jamais à sa lettre, et les 150 millions de francs or qui ont été acceptés resteront le montant qui sera payé, en tout cas jusqu'à la renégociation en 1838, où effectivement Haïti va pouvoir payer le premier cinquième, mais tout de suite va être, par l'emprunt, mais tout de suite va être à court de trésorerie et ne pourra pas assurer la suite. Donc, d'où un risque de retour de la France militaire, donc une augmentation des dépenses militaires ou un maintien des dépenses militaires, et on est dans le cercle vicieux du surendettement et de l'incapacité pour Haïti à investir, pas simplement, je dirais, pour rembourser la France, mais investir aussi dans un état militaire qui l'empêche de rentrer dans toutes les dépenses d'éducation, de santé, d'infrastructure et de développement. Et c'est à ce moment-là que Haïti a dû faire des prêts auprès des emprunts en France pour payer la France. La question de la dette n'est pas connue en France parce qu'elle n'est pas enseignée. Et elle est connue partiellement en Haïti, puisque la question de la dette est surtout connue à travers le montant astronomique qui a été réclamé pour rembourser les anciens colons. Mais en fait, dans le rapport, ce qu'on voit, c'est que au-delà de cette condition de paiement d'une rançon, il y a plein d'autres conditions qui viennent autour et qui vont mettre en place un système néocolonial. La première, c'est que si Haïti doit s'endetter pour rembourser, il faut qu'elle le fasse auprès des établissements français. Donc là aussi, c'était aussi pour Charles X se mettre dans la poche toute la bourgeoisie financière. Et on verra par exemple le rôle important de M. Laffitte dans cette question. Ensuite, se mettre aussi dans la poche toute la bourgeoisie je dirais, du commerce, en disant vous allez reprendre votre position d'import-export avec Haïti, puisque vous allez avoir des droits de douane qui seront 2 fois moindres que les Américains ou les Anglais. Et puis, troisième condition, c'est qu'on demande aux Haïtiens de ne pas se déplacer dans les îles aux alentours, notamment dans les îles françaises comme la Guadeloupe et la Martinique, de façon à ce que l'exemple haïtien ne diffuse pas dans les colonies françaises qui étaient encore conservées dans les Caraïbes. Bon, et on voit effectivement l'ensemble des conditions néocoloniales que met en place cette ordonnance, même si l'ordonnance ne parle que de la reconnaissance de l'indépendance et d'une rançon. Mais il y a plein d'autres conditions qui verrouillent, je dirais, les relations entre Haïti et la France.
Oui, ensuite, il y a aussi cette question que je trouve assez, comment dire, assez bizarre, c'est que pour calculer, en fait, vous allez nous expliquer comment, en fait, on a procédé pour calculer le montant, en fait, exact, comment, parce qu'il y a aussi ce fantasme, je crois que c'est Jean-Claude qui l'a écrit dans le livre, ce fantasme qu'en Haïti, il y a des trésors, qu'il n'y a pas de souci, effectivement, 150 millions de francs or, ça c'est facile, et qu'on pensait qu'il y avait des trésors cachés quelque part en Haïti, etc. C'est vraiment, il y a des faits on pensait vraiment ça en France, que vraiment il y avait des trésors en Haïti. Ah bah, pas seulement les Français, mais Napoléon lui-même croyait que, d'une part, Toussaint Louverture avait caché un trésor dans la chaîne des Chaos. Et il avait envoyé son émissaire interroger Toussaint Louverture à Fort-de-Joux pour qu'il lui dévoile l'endroit où il avait caché ce trésor. Ensuite, ce mythe du trésor, il a perduré aussi avec Christophe. Les Français étaient persuadés que Christophe avait amassé un trésor énorme. Alors en plus, quand on voit la citadelle, c'est un endroit rêvé pour pouvoir cacher un trésor. Et donc, on n'en était pas sûr en France, mais on se disait, s'il y a un trésor, il faut que ça nous revienne. Donc, augmentons l'indemnité demandée, de façon à être sûr que s'il y a un trésor, c'est là où les Haïtiens vont puiser pour nous rembourser. Bon, alors bien sûr, ce trésor n'existait pas. Enfin, à la mort de Christophe, je pense qu'on a dû retrouver 2 millions de francs or. Alors, par rapport à 150 millions de demandés, c'était largement insuffisant. Et il va falloir s'endetter. Voilà. Et là, on va rentrer dans le cycle du surendettement. Alors, juste pour prendre un exemple, Haïti devait rembourser 30 millions de francs or chaque année pendant 5 ans. Alors, la première année, dans le bateau qui ramène Mako en France, Boyer envoie une commission de 3 hommes, des sénateurs, pour pouvoir aller négocier avec les établissements financiers français un emprunt de 30 millions de francs or. Alors, donc, ils arrivent en France, on leur présente les financiers auxquels il faut s'endetter, et ils empruntent 130 millions. Et ils se disent, bon, on a emprunté 30 millions, on a de quoi déjà payer le premier versement. Mais on leur donne que 24 millions. Ils disent, bah, comment ça se fait, on a emprunté 30 millions, on nous donne que 24. Oui, mais il y a des frais de commission. Voilà, très élevés, donc il y avait déjà 6 millions de commissions. Alors, est-ce que c'est des commissions ou de la corruption, je dirais, mais en même temps, on voit très bien que le système d'emprunt, etc., c'est de l'argent facile pour ceux qui gèrent ces emprunts, pas pour ceux qui remboursent, et que ça va développer tout un système de corruption, et là des deux côtés, entre aussi bien les intermédiaires français que les intermédiaires haïtiens. Ensuite, l'emprunt était à 6% l'an pendant 25 ans, ce qui fait que en ayant emprunté 30 millions de francs or, il fallait rembourser sur les 25 ans 28 millions de francs or d'intérêt. Donc ce qui fait que Haïti se retrouve avec 24 millions de francs dans les mains pour payer la première indemnité, le premier versement, et se retrouve tout de suite avec une dette de 58 millions. Le capital de 30 millions plus les 28 millions d'intérêt. Donc vous voyez déjà l'effet multiplicateur de l'endettement. Haïti ne va pas pouvoir, je dirais, supporter le remboursement, je dirais, de cette première dette, et ensuite ne pourra pas réemprunter 30 millions pour la deuxième année. Donc ça va très mal se passer. Ça va aboutir, enfin là ce n'est plus l'objectif de ce livre, l'objectif de ce livre s'arrête à 1825, mais à des renégociations successives, en 1838, en 1875, etc. Et ce qui fait que Haïti va rentrer dans une spirale d'endettement continu pendant pratiquement plus d'un siècle. Alors elle va réussir à rembourser la France dans les années 1883-1885, mais elle va supporter une dette qui lui aura permis de rembourser la France, dette qui va, elle, perdurer presque jusqu'en 1950. Alors, et c'est vrai que pour nous aujourd'hui, ça paraît impensable, parce qu'il faut rappeler que, on va dire, cette indemnité, cette dette, c'est pour indemniser les colons esclavagistes. Alors, c'est parce qu'on estimait qu'ils étaient victimes. Donc, ça paraît, pour nous, totalement
totalement impensable aujourd'hui, parce que c'était eux les bourreaux, donc comment on pouvait les considérer comme des victimes? Alors, la notion des droits de l'homme n'existait pas à l'époque. Je ne sais pas si elle existe aujourd'hui, mais à l'époque, c'est sûr qu'elle n'existait pas. Et la Déclaration universelle du citoyen. Oui, mais ça reste une déclaration, justement. En effet. Voilà. Bon, la règle qui a toujours perduré et qui perdure aujourd'hui, c'est la règle du plus fort. Et on le voit dans les conflits récents, même les conflits, je dirais, comme la guerre du Vietnam, comme la guerre d'Algérie, la guerre de l'Ukraine, etc. C'est les rapports de force qui fixent les règles. Et ce n'est pas, je dirais, la considération morale qu'on peut avoir de la situation. D'accord. Alors, je repose une question que Jean-Marie a posée dans le livre, enfin, pour ceux qui nous écoutent, c'est que Haïti était-elle dans l'obligation de verser une indemnité à la France? Est-ce que Haïti était obligé? Je pose la question à Jean-Marie. Ça revient à poser la même question que tout à l'heure, c'est-à-dire l'obligation, on peut l'avoir de deux points de vue. Obligation morale, obligation juridique, obligation pratique. Obligation morale, certainement pas, au regard justement d'une éthique républicaine, démocratique et inclusive aujourd'hui. Parce que justement, il n'est pas logique que ce soit les descendants d'esclaves qui payent une rançon aux descendants de colons. Donc il n'y a pas d'obligation morale. Est-ce qu'il y avait eu une obligation légale de le faire? Certainement pas, parce que l'État haïtien étant désormais indépendant, et surtout l'abolition de l'esclavage remontant au 4 février 1794, tous les calculs qui avaient été faits pour évaluer justement le montant du manque à gagner des colons incluent le travail de ces 300 000 esclaves qui ne sont plus juridiquement des esclaves. Donc ça veut dire que d'un point de vue légal, il y a un biais. On a inclus une main-d'œuvre gratuite dans l'évaluation d'un manque à gagner, alors que cette main-d'œuvre ne peut plus être gratuite puisque les esclaves sont désormais libres. Maintenant, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue tactique, Haïti était-elle dans l'obligation de payer cette indemnité? Certainement pas. Au sens que, en remettant en perspective cette expédition française, 1825, c'est 2 ans après la déclaration de Monroe, qui déclare que les nations européennes, quelles qu'elles soient, en particulier les nations latines, c'est-à-dire la France et l'Espagne en particulier, n'ont plus le droit d'intervenir dans les affaires internes des États de l'hémisphère occidental, sinon les États-Unis se réservent le droit d'empêcher leurs actions. Il s'agit, bien entendu, d'une déclaration d'intention qui n'a pas encore, je dirais, sa valeur d'ultimatum qu'elle pourrait avoir vers la fin du XIXe siècle, au moment où les États-Unis seront véritablement la puissance dominante de l'époque. En 1823, il faut considérer que les nations latino-américaines, le Mexique, la Grande Colombie, le Pérou, sont déjà en ébullition, c'est-à-dire l'indépendance des nations sud-américaines est en marche. Et en 1825, la plupart de ces nations sont déjà libres et indépendantes. Et donc la France vient pour réactiver un ordre ancien qui est déjà désuet, qui est totalement démodé. De sorte que il y avait peu de chances que les États-Unis et que l'Angleterre, parce qu'à l'époque il y a une sorte d'alliance stratégique entre les puissances anglo-saxonnes, il y avait peu de chances que ces nations laissent les coups des franches à la France pour intervenir militairement en Haïti. Et à supposer qu'elle laisse faire, la France n'avait plus les moyens tactiques, de l'emporter sur le terrain en Haïti, alors qu'en 1803, elle avait déjà été battue à Vertières. C'est dire par conséquent que, en mettant en perspective les différents paramètres éthiques, les Haïtiens avaient, et déjà à l'époque on le sentait, si vous voulez, un droit moral à l'insurrection, parce que c'était la tyrannie qui
dominait dans le cadre du système esclavagiste. Et ça, c'est la philosophie des Lumières. Donc on n'a pas attendu le XXe siècle pour sentir que les esclaves avaient un droit sacré à la révolution et à la rébellion. Donc éthiquement, nous avions les outils pour dire que nous étions en droit de proclamer notre indépendance. Légalement, je pense que c'était évident qu'il y avait un biais dans l'évaluation de cette indemnité, compte tenu que la partie de la main-d'œuvre, il suffisait pour les Haïtiens de considérer que ces travailleurs étant libres, nous allons fixer un salaire horaire ou un salaire journalier de telle sorte que ce soit insupportable pour l'évaluateur. Donc il suffisait d'exagérer le montant, on va dire, dû aux travailleurs pour qu'automatiquement cela devienne caduc. Maintenant, quant à savoir l'appréciation que les Haïtiens avaient de leur propre force, dans la perspective d'une résistance à la France, je pense que nous avions certainement à l'époque l'une des meilleures armées latino-américaines, l'une des plus aguerries. Le paysan haïtien est encore à l'époque armé jusqu'aux dents. Donc, mais ils étaient peut-être pas conscients, parce que... Étaient-ils conscients de ça? Le paysan haïtien, davantage peut-être que le paysan d'aujourd'hui, parce que en 1825... Non, mais je parle des autorités haïtiennes surtout. Des autorités... Certainement, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à l'époque, Haïti est encore traumatisé par le souvenir de l'esclavage. Et l'obsession des Haïtiens, c'est de ne pas retomber en servitude. C'est à la fois la préoccupation du paysan lambda que celui du chef de l'État. Parce que l'esclavage est, ainsi, pour ainsi dire, la négation de l'humanité même du sujet. Et je pense que Boyer, on parlait tout à l'heure de Boyer, comment est-ce qu'il pouvait se sentir par rapport à cela, étant directement touché par le souvenir de l'esclavage par sa propre mère, il ne pouvait pas être insensible au sort des anciens esclaves. Et c'est dire que par conséquent, pour tous les Haïtiens, la perspective d'une reconnaissance formelle de l'indépendance, c'était aussi la garantie de la reconnaissance de la liberté individuelle. Donc il y a toute une phénoménologie, je dirais, de la liberté, à la fois individuelle et collective, qu'il faut prendre en compte pour comprendre cette joie manifestée par les Haïtiens au moment de la reconnaissance de cette indépendance. Et à combien on évalue aujourd'hui, en gros, on va dire, cette indemnité qu'Haïti a versée à la France? Parce que, évidemment, en Haïti, les politiques, à un certain moment, se sont emparés de ce sujet, et puis il y a parfois des hommes politiques qui font des évaluations, et aussi qui disent, voilà, à quoi ça nous servira aujourd'hui de récupérer cette indemnité. Est-ce que vous avez des informations sur l'évaluation qui est faite, qui nous paraîtrait aujourd'hui crédible pour que ceux qui nous écoutent là puissent, on va dire, se représenter cette somme? Parce que 150 millions de francs, or, en 1825, aujourd'hui, on ne sait pas à quoi ça correspond. C'est un sujet de travail de beaucoup d'économistes. Alors, effectivement, 2 siècles après, suivant le taux d'actualisation que l'on prend sur les sommes qui ont été remboursées, il peut y avoir une très très grande variation des montants actuels. Alors, simplement pour donner un ordre d'idée, c'est que, en tout cas, cette rançon actualisée aujourd'hui est de l'ordre de se calcule en dizaines de milliards d'euros. Voilà. Et les estimations, je dirais, les plus récentes, c'est-à-dire après l'an 2000, qui ont été faites sous le gouvernement d'Aristide, évaluées environ à peu près à 20 milliards de dollars cette rançon à l'époque. Et Thomas Piketty, je dirais, rappelle dans sa préface que le montant actualisé aujourd'hui en 2022 est de l'ordre de 30 milliards d'euros. Voilà. Alors, il y a d'autres évaluations, je dirais, supérieures ou inférieures, mais beaucoup sont supérieures à ces montants-là. Ça demande un travail qui sera toujours contestable, puisque
le manque à gagner qu'a eu Haïti en termes d'éducation, d'infrastructure, quel est le taux de croissance qu'il aurait permis à Haïti d'avoir, hein, c'est très difficile, je dirais 2 siècles après, puisque cet élément est un élément important, mais ça n'a pas non plus été le seul élément qui a joué dans l'absence de développement économique du pays. Mais disons pour les 2 dernières estimations qui sont les plus connues, celle sous le gouvernement haïtien d'Aristide et celle de Thomas Piketty, on est entre 20 et 30 milliards d'euros. D'accord. Est-ce que l'État français, en fait, on va dire, est-ce qu'il y a une volonté une fois des dirigeants français vraiment de vouloir on va dire, rembourser cette dette? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une volonté politique en France? Vous ne savez pas? Mais la question ne s'est jamais posée. C'est-à-dire, là, nous sommes en train de poser la question en tant que chercheur, en tant qu'historien, en tant qu'économiste, mais à aucun moment, la France ne s'est posé la question de la légitimité de cette rançon. Et c'est à nous, Haïtiens, à poser la question. Pour la France, c'est un non-événement. Et mis à part le milieu intellectuel des spécialistes qui sont au courant et qui agitent donc la question du remboursement, pour l'État français, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Jusqu'à ce que le gouvernement haïtien porte la question sur le devant de la scène. Maintenant, il y a eu, en 2004, au moment donc, de l'estimation par Aristide de ces 22 milliards de dollars, paraît-il, des réactions au niveau international. On pense même que cela aurait pu motiver l'implication de la France dans la chute d'Aristide en 2004. Mais disons que tout cela, ce sont des spéculations. La question de savoir quelle est la position officielle de la France par rapport à cette indemnité se pose au niveau de l'État haïtien. C'est une question d'ordre diplomatique. La position de la France et la négation, pour elle, je dirais, c'est pas seulement un non-événement. C'est, elle va être plutôt active pour montrer que cette dette n'est pas légale. Hein, et qu'aujourd'hui, il n'est pas question de revenir et d'ouvrir la boîte de Pandore. Parce qu'on sait très bien que derrière cette restitution qui est légitime, se pose la question aussi, non pas simplement de la restitution, mais aussi de la réparation de tous les méfaits de l'esclavage. Bon, et là, c'est pas seulement la France qui est impliquée, ce sont toutes les nations européennes et occidentales, et toutes ces nations feront en sorte que la boîte de Pandore ne s'ouvre pas, parce que si elle s'ouvre, ils ne savent pas jusqu'où elle va pouvoir s'ouvrir. Voilà, donc ça sera un combat qui sera long, qui demande à être élargi au-delà d'Haïti. Hein, je pense que tous les pays qui ont subi l'esclavage dans les Amériques, l'Afrique aussi qui a été ponctionnée par l'esclavage aussi, et c'est un combat qui, à mon avis, ne doit pas se poser sur la base de la légalité, parce qu'il sera très difficile de revenir sur l'acceptation de l'ordonnance en 1825, mais sur le terrain de la légitimité. Hein, c'est un combat éthique. Voilà. Et là, c'est une mémoire qui est partagée entre aussi la population française et la population haïtienne. Et c'est pas simplement une discussion entre élites françaises et haïtiennes, c'est une discussion aussi entre peuples qui doit être menée là-dessus. Et le premier objectif de ce livre, c'est déjà d'informer le public français aussi de ce qui s'est passé. Beaucoup le découvrent. Dans ce qu'on présente notre livre, on a parfois des gens qui pleurent. Ils disent c'est pas possible qu'on ait pu faire des choses comme ça. La première chose, en tout cas, que moi, en tant qu'auteur français, je me suis assigné, c'est que cette histoire soit connue. Voilà. Après, je dirais, les acteurs seront nombreux, nous l'espérons, mais il faut qu'ils soient le plus nombreux possible et qu'ils soient des deux côtés. Hein, si ça reste un combat entre l'élite politique haïtienne et l'élite politique française, on arrivera au même résultat qu'en 1825. Nous serons tous les deux perdants. Voilà. Mais je pense quand même qu'il est important de montrer la spécificité de cet épisode
dans le paysage global, on va dire, des relations coloniales établies par la France avec l'outre-mer de façon générale, c'est que Haïti est le seul pays de toutes les anciennes colonies à avoir dû en plus payer une indemnité pour dédommager les anciens propriétaires d'esclaves. C'est comme si, après la guerre d'Algérie, 21 ans après les accords d'Évian, en 1983, l'État algérien avait dû verser une indemnité pour dédommager les pieds noirs qui avaient déjà dû quitter la colonie. Donc, il y a la spécificité de cet épisode qui fait que, au-delà même des excuses dues pour cause d'esclavage et cause de colonisation, il y a la spécificité, d'accord, de cette indemnité indue versée aux vaincus. Deuxième élément, je pense que la boîte de Pandore elle a été partiellement entrouverte par le président Hollande lorsqu'en 2015, il s'est rendu en Guadeloupe, en route pour Haïti. Il a dit qu'il allait solder la dette de la France par rapport à Haïti, s'imaginant que par sa visite, par sa seule présence, il réconciliait la mémoire des deux pays. Alors qu'à l'époque, je pense que le président Hollande ignorait qu'il y avait une dette financière, c'est-à-dire une véritable chaîne de la dette, comme nous disons dans cet ouvrage, qui liait la France à Haïti. Et c'est pour ça que Jean-Claude a raison de dire que la plupart ignorent cet épisode de l'histoire commune entre la France et Haïti. Et l'intérêt de cet ouvrage, c'est d'abord d'informer, de renseigner, pour que, justement, sur cette mémoire commune, nous puissions partager un destin partagé. Un destin, en tout cas, plus inclusif pour les deux pays. Très bien. Très beau mot de la fin. Oui, Jean-Claude? Oui, j'ajoute juste, ce ne sera peut-être pas le mot de la fin, mais qu'est-ce qui se serait passé si Boyer avait refusé l'ordonnance de Charles X? Ben, mais je vous la pose la question. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Alors, c'est un scénario fiction, puisqu'on ne pourra pas refaire l'histoire, mais Mako avait 15 navires, il avait un peu plus de 500 canons, il aurait pu bombarder Port-au-Prince. Et mettre le feu et faire un blocus économique sur Port-au-Prince et peut-être envoyer quelques bateaux aussi au Cap haïtien de façon à bloquer les exportations et les importations du pays. Bon, mais au-delà de ça, il n'aurait pas pu mettre le pied à terre parce que la stratégie militaire qui avait permis Vertières, c'était de dire on est prêt à sacrifier les villes de bord de mer et nos réserves militaires, on les met à l'intérieur. D'ailleurs, Christophe, il a construit la citadelle à l'intérieur. D'ailleurs, les militaires se demandent pourquoi en France les forts sont toujours dans le port. Christophe, lui, est à Millau, à l'intérieur des terres, en se disant on va sacrifier le Cap haïtien. On mettra même nous-mêmes le feu avant qu'ils le mettent, les Français le mettent. Et après, on va se réfugier. Et ils seront obligés de mettre le pied à terre. Et là, ils seront morts. On les aura par la guérilla, etc. Bon. Et on s'aperçoit que finalement l'élite politique haïtienne entre 1804 et 1825 s'est embourgeoisée. Elle crée, elle développe Port-au-Prince, elle crée un palais national sur Port-au-Prince qui lui peut être menacé par ce que n'aurait pas fait par exemple Christophe. Christophe ne résidait pas au Cap haïtien, il résidait à la citadelle. Et donc il obligeait les Français peut-être à détruire, si ce n'était pas déjà fait, le Cap haïtien, mais à venir sur terre pour venir l'attaquer. Et là, il savait qu'il y aurait la suprématie sur la terre. Voilà. Boyer n'a pas compris ça, je pense, ni entre 1804 et 1825, mais il commence à le comprendre en 1830 en créant Pétionville, en se disant créons une ville un peu plus éloignée de la mer, et on pourra se réfugier à Pétionville s'il y a une attaque française. Mais c'est trop tard. Il aurait fallu avoir cette politique-là beaucoup plus tôt. Donc, moi je pense que si Boyer avait refusé, il y aurait eu l'ordonnance de Charles X, il y aurait eu probablement un blocus maritime des principales villes
par les 15 navires français, mais il n'aurait pas pu aller beaucoup plus loin que de bombarder les villes du Cap, de Port-au-Prince, et il n'aurait pas pu mettre le pied à terre, et il n'aurait pas pu reprendre l'île. Donc c'était aussi un coup de bluff. Oui. C'était un scénario peu probable. Peu probable parce que ça voulait dire la France faisait un jeu à somme nulle. C'est-à-dire on bombardait, mais on revenait bredouille. Et c'est bien pour cela que le ton de la négociation révèle un empressement français à faire signer les Haïtiens. On supplie les Haïtiens d'accepter finalement cette ordonnance parce qu'il s'agit pour la France de sauver la face. Il est beaucoup plus important pour la France de reconnaître officiellement une indépendance qu'elle n'est pas en mesure d'empêcher, plutôt que de laisser Haïti se pavaner librement au nez et à la barbe des autres colonies, Martinique, Guadeloupe, la Guyane en particulier, qui se diraient, mais finalement, la France ne représente rien puisque Haïti est en mesure de défier sa puissance. Donc, je pense que c'est une victoire d'apparat. Donc c'est comme si en fait c'était la France qui avait accordé cette liberté à Haïti. C'était une façon de sortir la tête haute. C'est comme non, la France a sollicité d'Haïti la reconnaissance de sa reconnaissance, parce qu'elle avait besoin justement de cette reconnaissance par Haïti de sa prééminence pour pouvoir justifier sa présence auprès des autres pays. Donc c'est un jeu qui implique à la fois des éléments symboliques, mais également des éléments de puissance bien matérielle. Donc on montre sa puissance de fait pour pouvoir en fait défendre une puissance symbolique qui elle est beaucoup plus menacée que la puissance matérielle. Merci Jean-Marie Théodat, merci Jean-Claude Bouffard. En fait, le débat est passionnant. Je vous invite effectivement à continuer le débat en lisant ce magnifique ouvrage Haïti-France, les chaînes de la dette. Merci à vous. Au revoir.